Bon, direction TPMP pour les petites news et actus du soir. Nous allons commencer comme d'habitude. Donc il y en a 2 ou 3 il me semble. Et la première est totalement what the fuck. Vous allez voir les gars, c'est juste incroyable. J'ai jamais entendu une histoire pareille. J'ai juste vu le début, je me suis dit oulala, qu'est-ce que c'est que ça? Il faut absolument partager le bordel. Donc, nous allons commencer, mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien à la force et le référencement. Let's go. Nous sommes partis, trêve de bavardage. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Une histoire incroyable, ça écoutez. Un cadavre dans le coffre. Google Maps, qu'est-ce qui s'est passé? Google Street. Incroyable, incroyable histoire. En fait, vous tuez un homme dans une ville perdue au fin fond de l'Espagne, 56 habitants. Ouais. Google Maps, Google Street n'étaient pas passés là depuis 2009. Ils sont passés et ils vont ces images qu'ils vont prendre, vont livrer un élément crucial aux autorités pour identifier des auteurs d'un assassinat. C'est ce cliché qui est pris par hasard qui va permettre, dans une petite ruelle de Tajueco, c'est en Castille, ça a permis à la police d'élucider une affaire criminelle. Qu'est-ce qu'on voit sur cette photo? On voit un homme en train de mettre un cadavre, de placer un cadavre emballé dans un drap, dans le coffre de sa voiture. Et cet homme était suspecté par la police, mais il n'avait pas d'éléments pour, comme on dit, l'accrocher. Et là, c'est la preuve, grâce à cette image de Google Maps, c'est la preuve, puisqu'on a le suspect qui tient le cadavre, et ils ont été arrêtés, parce qu'il était avec ça. C'est une histoire passionnelle, en fait. Le mort avait été assassiné à la fois par sa femme et l'amant de sa femme. Ah. Les deux ont été arrêtés, et ils ont reconnu les faits, et ils sont aujourd'hui écroués en Espagne. Gilles Tante. Qu'est-ce qu'il y a? Non mais je sais pas, Gilles, une remarque? Absolument pas. Absolument pas, merci. Elle est folle cette histoire. Juste, c'est truc de barge. Vous voyez les gars, dans la vie, c'est souvent BFE. Il y a toujours une justice. Voilà. Il y a une expression qui dit à chaque fois, le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier. Mais au bout d'un moment, eh bien, l'escalier, oui, ça prend moins de temps, mais ça arrive au même étage que l'ascenseur. Et ça, c'est le karma. C'est le karma. Et lorsque le karma vient frapper à ta porte, eh bien, ça fait très mal. Personne ne frappe aussi fort que la vie. Voilà. Justice. Tout simplement. Combien de chances que ça arrive? Sérieusement, t'as plus de chances de gagner au loto que de te faire filmer par Google Maps en train de mettre ton cadavre dans le coffre de ta bagnole. Qu'est-ce que c'est que ça? Bien fait pour sa tronche. Voilà, bien fait. Allez, la suite. Amaury Bucco. Ah, ça c'est très important. Rappelez, on va revoir l'image de François Bayrou qui gifle le gamin qui voulait lui faire les poches. Eh bien, on fait pas les poches de cet enfant. C'est incroyable, hein, son parcours. Regardez. Dingue. Pendant la discussion, quelques enfants se massent autour du candidat. L'incident n'ira pas plus loin. Alors ça, c'était il y a 22 ans, ça? Oui, c'est ça. 22 ans, c'était en 2002. Il a à peu près quoi, 8 ans, 10 ans? Il a 11 ans. Il a 11 ans, donc voilà, il a 33 ans aujourd'hui. Il a 33 ans aujourd'hui, ce petit garçon, et on a des nouvelles de lui. Depuis que François Bayrou est Premier ministre, on a des nouvelles de lui. On sait qu'aujourd'hui, il est en prison, pas parce qu'il a fait les poches de François Bayrou, hein, quand même, non, faut le dire. C'est vraiment des galopins, hein. Non, mais donc c'était effectivement en 2002, c'était au moment en fait où François Bayrou était candidat à l'élection présidentielle. Et quand il avait donné cette gifle à ce gamin, il y avait toute une partie de la classe politico-médiatique qui s'était indignée en disant mais comment on peut frapper un pauvre petit garçon dans la rue devant les caméras? Et d'ailleurs, on l'avait prédit qu'il allait s'effondrer dans les sondages à ce moment-là, alors qu'en fait, ça l'avait plutôt aidé dans sa campagne. Et ce qui est assez fou, effectivement... Alors le petit, sachez-le, après, tout le monde l'appelait Bayrou. Exactement, dans le quartier, oui. Tout à fait. Dans le quartier, tout le monde l'appelait Bayrou. À chaque fois qu'il le voyait, il tient de la Bayrou, tiens de la Bayrou. Et c'est devenu une scène mythique de la carrière de François Bayrou, qu'on a d'ailleurs ressorti quand elle était nommée Premier ministre. Ça et la veste. D'ailleurs, si on a la veste, je ne sais pas si on a encore la veste par hasard, j'aimerais bien qu'on la revoie avant la fin de l'émission. Quand il jette la veste, je crois que c'est mon image préférée que j'ai revue, c'est incroyable. Alors sur ce petit garçon, en fait, ce qu'on sait, c'est qu'a priori, il n'en était pas à son premier larcin, puisque c'était loin d'être un petit ange tout gentil. En fait, il a un parcours de délinquant assez exceptionnel. Malheureusement pour lui, on sait qu'en 2012, il avait déjà, donc c'était 10 ans après les faits, il avait 21 ans, il avait déjà 6 condamnations sur son casier, il avait été condamné une 7e fois pour des violences envers des policiers, et sa dernière condamnation, c'est en 2022,
pour un énorme trafic de stupéfiants, dont il était quand même responsable, de trafic de cocaïne et d'héroïne, et il a été envoyé en prison 10 ans, il a été condamné à 10 ans de prison pour cela, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est encore en détention. Incroyable. Ah ouais. Fou. Et tout le monde l'appelle Bérou en prison, ça? Ah, ça, je sais pas, il c'est faudrait pas- lui demander. Je veux dire que c'est pas impossible, parce que tout le monde l'appelle Bérou. Hein. Ouais, mais C'est- il a changé physiquement, donc est-ce qu'ils savent que c'est lui? Ah ouais, c'est vrai. Tiens, Fabien, Certains diront que la gifle éducative n'était pas assez forte, voilà, alors que d'autres s'indignent. T'as le contraire également. Quand tu commences à cet âge-là, à vouloir faire les poches, je vous l'ai dit les gars, on l'a déjà dit sur la chaîne, c'est l'engrenage, parce que quand tu fais les poches à quelqu'un, déjà c'est que tes parents ne t'ont pas donné d'éducation, donc tu n'es pas éduqué, et ensuite la justice ne sévit pas. Et ça donne quoi? Ben, ça donne un gamin qui se fait gifler à 11 ans, qui ne retient pas la leçon, parce que bah, il n'y a aucune autre conséquence hormis cette gifle. Voilà, je pense que c'est le seul gars qui l'ait giflé. Et bah voilà, après tu commets quoi? Donc tes parents t'éduquent pas, et ensuite bah, quand tu commets des petits larcins, des petits actes de délinquance, la justice ne sévit pas, c'est l'engrenage de plus en plus, et voilà, et 10 ans plus tard, bah, t'es en tôle, enfin 20 ans plus tard, tu prends 10 ans de tôle. Voilà, c'est comme ça. Bien fait pour toi, moi je vais pas te plaindre, hein. C'est toi qui le choisis, le libre arbitre. Hein. Voilà. Et on va finir ici, avec cette histoire totalement tragique et dramatique. Écoutez les gars, c'est la petite Inès de 15 ans qui a été malheureusement poignardée à mort par un fou. Elle a disparu le 13 décembre, elle s'est absentée quelques instants elle avait rendez-vous avec, sans donner de précision, sa mère la laisse partir mais ne la voit pas revenir. Donc très vite, compte tenu de son âge, elle signale sa disparition et la police va faire un travail sur les remontées d'appels téléphoniques et sur Internet, sachant qu'elle était très active sur les réseaux sociaux, notamment sur Snapchat. Et donc, ils vont identifier le dernier interlocuteur qu'elle a eu sur Snapchat et avec lequel elle communiquait beaucoup ces 8 derniers jours. Ce gamin a le même âge qu'elle, c'est-à-dire 15 ans. Il va être convoqué dans un premier temps. Il raconte absolument n'importe quoi lors de son audition. Il est donc placé en garde à vue. Et là, compte tenu de la pression de la garde à vue, il finit par reconnaître le crime. donc c'est un garçon de 15 ans. Hein. C'est un garçon de 15 ans. Alors, il la connaissait, il l'avait vu 3-4 fois dans le bus. Ils avaient échangé comme ça dans l'autobus. Il communiquait beaucoup sur Snapchat. Et là, il lui avait fixé rendez-vous à l'arrêt de bus à 18h30, donc ce fameux 13 décembre. Il explique, alors Incroyable. on croit si on en a envie, moi je pense, j'ai une autre idée. Un tueur de 15 ans. Mais à 15 ans, ouais. Il lui file rendez-vous donc à 18h30 au prétexte de lui remettre un bijou, il a un cadeau pour elle, et il l'entraîne dans un espèce de sous-bois qui se trouve juste à côté de l'arrêt de bus. Et là, il explique au policier qu'il a voulu lui voler son téléphone et qu'il l'a poignardé. Il emmène les policiers sur les lieux. On retrouve le corps de cette malheureuse gamine. Elle a reçu 40 coups de couteau. On retrouve effectivement un petit paquet qui pourrait être l'appât. Insupportable. J'en parlais tout à l'heure avec Amaury Bucco. On se disait que le mobile était probablement tout autre. Parce que le téléphone, en plus, il l'a jeté en rentrant chez lui. Tout ça a duré moins d'1 heure. À 19h30, il était rentré chez lui. Il s'était débarrassé du téléphone, qui a priori serait le mobile de son crime. Et on ne met pas 40 coups de couteau pour voler un téléphone. Donc je pense qu'il avait des vues sur cette gamine et que ça s'est mal passé avec cette jeune fille. Mais ça, il ne veut pas le reconnaître. Comment vous voulez qu'on dorme tranquille avec tout ça? C'est incroyable. Et les gars, je sais pas si on se rend compte, à 15 ans, tu commets un crime pareil. 40 coups de couteau, pauvre enfant, quoi. Mais pauvre gamine, quoi. Ah, les derniers instants de sa vie ont dû être vraiment atroces. Elle a dû vraiment avoir peur. Et j'imagine même pas la douleur des parents. Et je me demande, lui, ce qu'il va avoir. Voilà, c'est cette racaille, ce qu'elle va avoir. Voilà, ça, je suis désolé. Ça, à mon avis, il va prendre quelques années. Et puis, peut-être à l'âge de 20 ans, il sera dehors. Peut-être 18, 20 ans, il sera dehors. Voilà, à l'âge de 18 ou 20 ans, il sera dehors. Et voilà, tu commences ta vie comme ça. Courage aux parents, courage à la famille. Et voilà, c'est avec ce genre de choses, il faut se mobiliser et dire on en a marre, il faut que la justice sévisse. Tout simplement. Voilà. Et j'espère qu'il n'y aura pas... En fait,
justice qu'il va avoir, il va encore avoir une marche blanche, et c'est tout. Et après, on aura oublié. Voilà. Et puis ça va recommencer, et encore, on va remarcher une marche blanche, on va faire des kilomètres, et puis on aura oublié, et puis ça va recommencer. Et voilà, c'est le serpent qui se mord la queue, et c'est la boucle. Voilà. Ça tourne en boucle inexorablement. Merci, une part de la justice, merci de laisser faire ça. Voilà. C'est là-dessus qu'on va conclure. Horrible. J'espère que Jésus-Christ lui ouvrira les portes du paradis à cette pauvre enfant qui, comme je l'ai dit, a vraiment dû avoir peur et a passé les derniers instants de sa vie tragiquement volée. Voilà, une vie volée par une grosse racaille, un abruti, un âne bruti en fait, tout simplement. Voilà, un sauvage. Allez, prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Garde la foi, et que Dieu te bénisse. Ciao.